artificielle à se mettre sous les yeux, eh bien, on peut se faire du souci pour elle. Donc cela affaiblit la démocratie. La démocratie ne devient plus qu'une façade. On peut appeler ça aussi la post-démocratie. Et la mission civique, citoyenne, le journal abdique devant cette mission pour satisfaire les annonceurs, satisfaire les gens du marketing qui dirigent le journal et satisfaire surtout le dogme consumériste. Le citoyen est réduit à l'état de consommateur et on le supporte. Moi je dis toujours, on est bientôt, je ne sais pas combien, 8 milliards sur Terre. Et si on n'a pas piqué déjà plus de gens, c'est parce que ces gens-là sont des consommateurs potentiels. Ils vont acheter plus de voitures. Et d'ailleurs, on est complètement dans une situation complètement schizophrénique, puisqu'à l'heure de la crise pétrolière, à l'heure des pollutions nucléaires, eh bien, on vous dit « Ah, mais nous, de plus en plus de gens achètent des 4x4 et la consommation d'électricité augmente. » On pousse les gens à consommer. Les journaux ne sont plus que des catalogues, finalement. On n'hésite plus à mettre les prix, même des marchandises, dans les journaux. Ce n'est pas le but du journal. Quand j'ai lancé l'appel Information, l'info en danger, en 2007, avec 3 autres confrères, on a eu 600 signatures de journalistes qui s'insurgeaient contre cette situation et demandaient aux éditeurs plus de moyens pour faire de la véritable information. Je peux juste vous lire le symbole le plus fort de cette dérive, la transformation radicale, ça c'est important, de la fonction du rédacteur en chef, dont le rôle s'inverse. Au lieu de représenter la rédaction auprès de l'éditeur, il est toujours plus le représentant de l'éditeur auprès de la rédaction. Il occupe aussi toujours davantage les fonctions de marketing et cède de plus en plus aux pressions extérieures, mettant en danger l'indépendance de la rédaction. La situation a atteint un point critique. Aujourd'hui, les annonceurs assistent aux séances de rédaction, les journalistes sont forcés de signer des articles de complaisance, et pire, certains n'ont même pas conscience de ces compromissions. Je crois que le quart d'heure est échoué. Oui, on reviendra plus tard. On peut revenir. Juste peut-être conclure là-dessus. Donc, la presse, peut-être un mot sur la presse numérique qui actuellement pourrait être une alternative. Il y a aussi à boire et à manger, et la presse numérique, on est loin d'être sorti de l'auberge, puisque actuellement, aucun journal en ligne n'est vraiment rentable. Il y a l'expérience Mediapart, elle est intéressante, et ce journal est sorti des chiffres rouges tout récemment, mais en Suisse, vous êtes loin d'avoir atteint cette... parce que là, on pourrait se dire que sur Internet, vous avez une liberté absolue. Mais je pense que mon ami Victor, lui, a aussi beaucoup à dire là-dessus. Et c'est loin d'être satisfaisant parce que, d'abord, les sites Internet des journaux, finalement, reproduisent ce qui est dans la presse écrite. Ils ne sortent pas de ce cliché consumériste dont je parlais tout à l'heure. Et d'autre part, les nouvelles expériences sont tuées dans l'œuf par le fait que le modèle économique n'est pas viable. On ne peut pas s'improviser éditeur d'un journal en ligne du jour au lendemain, c'est très difficile. Les gens sont habitués à lire gratuitement Internet et on n'a pas encore trouvé de solution pour faire un journal en ligne sans que ses collaborateurs soient bénévoles. Alors, je parlerai ensuite du projet de société, parce que ça c'est très important, et ça pose quand même l'objectif d'un projet journalistique. Moi je propose que vraiment chacun ait un quart d'heure de s'exprimer librement, hein. On a la liberté d'expression ici, n'est-ce pas? Liberté de presse, encore une fois, le thème du premier quart d'heure, est-ce que c'est un droit ou un devoir? Victor. Après, on revient, on va canaliser sur certains thèmes. Tu as aussi parlé déjà de la qualité de l'information. J'aimerais quand même revenir sur liberté de la presse. Si j'étais... D'abord, pourquoi est-ce qu'un citoyen, sur son temps bénévole, consacre un temps fou, d'un seul coup, alors que rien n'était prédestiné,
à se mêler d'une profession qui n'est pas la sienne. Je suis informaticien. Peut-être parce qu'un jour, intéressé par ce qui se passe en Amérique latine, j'ai décidé de prendre un billet d'avion pour aller voir comment se passe une révolution. Après avoir longuement théorisé sur ce qu'est une révolution, ma copine de l'époque m'a tout simplement dit « Tu parles, mais t'as qu'à y aller si tu trouves ça si bien que ça. » Alors je dis, j'ai pris au mot évidemment, puisqu'il fallait pas que je déçoive ma copine de l'époque, c'est jeune homme. J'ai pris un billet pour aller assister à la révolution nicaraguayenne, à peine tout au début. Et je me suis toujours souvenu de cet article dans l'Express, moi qui étais relativement naïf à l'époque. J'étais, comme dit la citation, la phrase chinoise, le poisson ne comprend pas la véritable nature de l'eau. Et je pense que c'est ce qui est en train d'arriver en Occident à une vitesse grand V. Et l'idée qu'on se fait de notre presse, et par là même, d'où l'importance de ce qui était souligné, c'est l'idée qu'on se fait du monde autour. Parce que c'est pas neutre. C'est quand même la presse qui nous donne, à part pour les globetrotters vétérés, c'est quand même par la presse qu'on a une vision du monde. Et donc je me suis pointé au Nicaragua après avoir lu la veille un journal, un éditorial qui parlait de la dictature marxiste-léniniste au Nicaragua. Pour quelqu'un qui est d'origine albanaise, quand on parle de dictature marxiste-léniniste, ça a une connotation très spéciale et même effrayante. Mais il se trouvait que le billet n'était pas remboursable et qu'il fallait que je parte. Comme ça. Et cette dictature marxiste-léniniste, je parle de l'année 1982, tout ça pour dire que ça ne date pas d'hier, ce qu'on est en train de dire. Je suis arrivé à l'aéroport et à la sortie de l'aéroport, on m'a tendu des tracts. Et ces tracts étaient des partis de l'opposition, ce qui est assez rare dans la capitale, à la sortie de l'aéroport, qu'on vous tende des tracts de l'opposition. Quand j'ai pris le taxi pour aller à Managua, tout le long, il y avait des panneaux publicitaires pour les partis d'opposition. Quand je suis arrivé à Managua, chose que je fais dans tous les pays d'une manière générale, la première chose que je fais, c'est d'acheter la presse. Je savais déjà qu'il existait 3 quotidiens dans le pays, qui n'étaient pas vendus dans les kiosques, parce qu'au Nicaragua, l'avant-dernier pays le plus pauvre du monde à cette époque-là, ce n'était vendu que par des garçons dans les rues, les vendeurs à la sauvette. Le seul journal qu'on pouvait trouver à 4 h de l'après-midi, c'était la Prensa, qui était le journal violemment d'opposition. Je suis arrivé à l'hôtel, comme j'étais en campagne électorale, j'ai allumé la radio, il n'y avait que des spots publicitaires pour les partis d'opposition. Et j'ai enfin réussi à voir la voix du gouvernement lorsque j'ai allumé la télévision de la chambre de l'hôtel, chose qui au Nicaragua n'a pas la même résonance qu'ici, parce que j'ai dit que c'était le pays l'avant-dernier le plus pauvre du monde, ça veut dire que personne n'a la télé au Nicaragua. Bref, en à peu près 3 ou 4 heures, je suis arrivé à peu près voir exactement le contraire de ce qui m'était annoncé. J'avoue que le choc a été assez rude, lorsqu'une presse dans laquelle je faisais confiance m'annonçait que le ciel était vert et l'herbe était bleue. Et quand je suis arrivé au Nicaragua, j'ai vu que c'était l'herbe qui était verte et le ciel qui était bleu. Et j'avoue que ça m'a servi de choc. Et à partir de là, beaucoup de choses se sont enchaînées. Pourquoi est-ce que maintenant Cuba, Ignacio Ramonet l'a dit apparemment dans son dernier livre que je n'ai pas lu, ça tombe bien, ça fait des années que je le dis moi-même, c'est que si vous deviez prendre un map monde et tracer un trait horizontal qui représenterait le problématique Est-Ouest, capitalisme contre socialisme, appelez ça comme vous voulez, et si vous deviez tracer un trait vertical, j'ai dit horizontal, peu importe, qui représenterait les rapports nord-sud, pays riches, pays pauvres, les 2 traits se croiseraient sur Cuba. C'est-à-dire qu'à lui tout seul, ce pays, parce que historiquement, parce que son emplacement géographique, parce que c'est un pays pauvre et parce qu'il y a une révolution qui n'était pas simplement rhétorique, ni virtuelle, ni facebookien, ni twitterien, mais une véritable révolution dans les faits, a attiré sur lui, j'allais dire, tous les avantages et les inconvénients qu'on puisse imaginer. Et le fait de l'adversité américaine n'a fait qu'amplifier ce phénomène.